À la une ce soir, l'EHPAD Henri Bourgeois, labellisé vers l'humanitude, l'établissement est récompensé pour sa prise en charge des personnes âgées. Une plaque a été dévoilée ce matin. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail en Guadeloupe, ce vendredi, à la rencontre des demandeurs d'emploi, lors d'une table ronde, elle est attendue en Martinique ce dimanche. Dans votre journal également, ce marché de Noël artisanal à Fort-de-France, tout ce week-end à l'initiative du groupement des artisans d'art, la rue Garnier-Pagès sera transformée en lieu d'exposition. Et puis votre programme des rendez-vous sportifs du week-end avec notamment la 78e course du souvenir à Saint-Pierre et le meeting du Crédit Mutuel en natation. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. C'est le travail de toute une équipe qui est récompensé. L'EHPAD Henri Bourgeois a reçu le label Vers l'humanitude décerné par une association française. Il évalue les qualités des soins et parmi les 350 critères, les mesures prises pour garantir la dignité des personnes âgées. Une plaque a été dévoilée ce matin avec l'inscription du label. Le reportage de Guy Raphaël René. 3, 2, 1, stop. Une plaque dévoilée comme un symbole des progrès accomplis. Voilà 8 ans que la résidence Henri Bourgeois a décidé d'adopter la philosophie de l'humanitude, un travail qui commence par la reconnaissance du patient en tant que semblable. Imaginez que jusqu'à aujourd'hui, j'habitais de l'autre côté de la rue. J'étais une personne, avec des habitudes, avec un petit chien, avec une petite bière sur le coup d'11h30. Et puis je traverse la rue et je rentre à l'EHPAD et tout d'un coup je deviens résident. On se rend compte qu'en changeant de statut, en passant de personne à résident, je perds des droits. Le petit chien, c'est plus possible. La bière 11h30, c'est plus possible. Je suis devenu, un sous-citoyen qui n'aurait plus les mêmes droits que ceux que j'avais tant que j'étais une personne. On va rappeler ici aux résidents que ce sont des personnes avant tout. Permettre à tous ces résidents d'être reconnus en tant que personnes et que chacun de ces résidents se sente considéré. Depuis 4 ans, Claude vient régulièrement rendre visite à sa mère à la résidence Henri Bourgeois. Et pour elle, la méthode fait des miracles. J'ai été rassurée parce qu'ici, ils m'ont mis en confiance rapidement. Je suis tombée sur cette EHPAD qui est formidable. Un personnel, tant le personnel d'action que le personnel, le soignant, que tout le monde, ces gens-là ont bien pris ma mère. Elle a été entourée, elle est encore entourée. C'est une EHPAD, c'est propre, c'est convivial, c'est humain. Le personnel n'est pas en reste, les soignants constatent eux aussi des effets bénéfiques. Travailler en humanitude permet de travailler avec l'adhésion du résident, ce qui permet de désamorcer bon nombre de situations qui pourraient être conflictuelles. Aujourd'hui, si aucun EHPAD martiniquais n'a encore obtenu le label Humanitude, ces premiers jalons posés pourraient permettre de recréer un lien de confiance dans un secteur où s'est créée une certaine défiance après plusieurs affaires de maltraitance dans l'Hexagone. On poursuit ce journal avec la sécurité, une préoccupation importante en cette période de fin d'année pour les commerçants. Les fêtes sont synonymes de cambriolage et de vol à l'étalage. Certains se préparent. Reportage Alizé Lutron, Guy Raphaël René. Dans ce petit centre commercial, on trouve principalement des magasins de prêt-à-porter très prisés en période de fête. Peu de vols sont recensés chaque année ici, mais les patrouilles de gendarmes s'enchaînent. Un bon moyen de dissuasion, selon le gérant de cette boutique. J'ai vu beaucoup de gendarmes circuler, notamment de patrouilles, sur la zone du centre commercial. Et effectivement, c'est un moment où il y a beaucoup de tentations, puisque les magasins sont effectivement bien achalandés. Et il faut redoubler de vigilance pour éviter justement tout problème. On est un petit peu à l'écoute et à l'affût de ce qui pourrait se passer. On entend un petit peu ce qu'il y a à droite à gauche, donc on ne veut pas être pris au dépourvu. Et dans ce sens-là, on essaye de faire attention. Christiane, elle, tient la boutique de chaussures d'à côté depuis 10 ans. Elle est moyennement convaincue par la présence renforcée des gendarmes. On les voit venir, ils sont peut-être 3, ils sont peut-être 4. Et ils font un tour au stade où je suis là, où je suis positionnée, je les vois. Et de manière, oui, je ne peux pas insister sur le fait que ce soit très régulier. Et quand ils sont là, c'est très bien. S'ils ne sont pas là au moment où il se passe quelque chose, bon, c'est à ce moment-là qu'on verra que leur présence est manquante, quoi, je veux dire. À quelques pas de là, dans ce magasin de vêtements, mieux vaut prévenir que guérir. Le système de sécurité est renforcé. Nous sommes toujours le vigile qui est là donc, la journée. Et moi, par exemple, je sais que dans cette boutique, nous avons 2 boutiques, une à l'étage
et un autre sous-sol. Donc, il y a les caméras dans les deux boutiques. Je sais qu'éventuellement, je serai toujours surveillée. Enfin, surveillée. On est toujours en contact, on se regarde, tout ça. Enfin, moi, j'ai aucune crainte. C'est toujours rassurant de savoir qu'ils passent, hein, parce que, bon, comme je vous dis, nous ne sommes pas à l'abri d'un vol. Hein. Forcément, si on voit la gendarmerie, la police, tout ça, on se rassurer. Les patrouilles renforcées devraient se poursuivre jusqu'en janvier. Depuis le début du mois, une vingtaine de gendarmes et réservistes scrutent les abords des principaux centres commerciaux. 2 ministres et un délégué ministériel attendus en Martinique ce week-end. Annick Girardin, ministre de l'Outre-mer, et Jean-Marc Mormec, délégué pour l'égalité des chances, arrivent demain. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, est attendue ce dimanche. Elle était aujourd'hui en Guadeloupe où elle a rencontré des demandeurs d'emploi. Le reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Formation, emploi, orientation professionnelle. Après plus d'une heure d'échange sur ces thématiques, la ministre du Travail fait tout d'abord un constat positif. Je retiens 3 choses. Premièrement, c'est qu'il y a vraiment du potentiel. On a vu les métiers en tension, mais aussi les filières d'avenir. La deuxième chose que je retiens, c'est la dynamique d'innovation. Il y a beaucoup d'innovation qui se passe et beaucoup d'envie d'innover. Simplifier aussi un certain nombre de procédures qui empêchent d'innover. Donc on va regarder ça ensemble. Mais j'attends aussi que la Guadeloupe soit aussi une force de proposition d'innovation. Et la troisième chose, c'est qu'il y a une excellente énergie coopérative. La région, le département, les services de l'État, les acteurs économiques sociaux. Enfin, franchement, j'ai senti tout le monde sur le pont. Malgré toutes ces actions qui mobilisent et mutualisent les énergies et les ressources au service de l'emploi, des efforts restent encore à faire pour réduire le chômage, notamment chez les moins de 25 ans. Aussi beaucoup de difficultés dans l'insertion professionnelle des handicapés, donc il y a beaucoup à faire. Et j'ai fait 2 propositions au président de région sur lesquelles nous avons envie d'avancer ensemble. La première, c'est de prendre le défi ensemble de doubler l'apprentissage d'ici 5 ans en Guadeloupe, car seulement 700 jeunes aujourd'hui bénéficient de l'apprentissage, or 7 sur 10 après ont un emploi, et vraiment pouvoir avoir un métier, une passion, une qualification, c'est ce qui permet d'avoir un emploi durable. Et le deuxième, la proposition que j'ai faite, c'est dans le cadre du grand plan d'investissement compétences qu'on va lancer dans France entière, que la Guadeloupe puisse être une des premières régions pour signer avec l'État dans ce domaine. Pour le président de région, le défi de 2018 sera de mettre en place un pilotage entre les différentes structures qui participent à la réception, l'accompagnement et la formation des publics, en tenant compte de la typologie et des spécificités de chacun. La première région à avoir mené à bien cette opération de 500 000 formations, nous avons dépassé le taux qu'on nous avait donné et que nous souhaiterions l'an prochain, en 2018, aller encore plus loin, intensifier ces formations, diversifier ces formations en fonction des métiers qui nous manquent en Guadeloupe, avec les socio-professionnels, avec le MEDEF, la CPE, l'MPI, que nous avons signé des conventions pour permettre à chaque Guadeloupéen qui se retrouve au chômage de trouver un emploi. Une collectivité régionale aux côtés de l'État, pleinement mobilisée pour l'emploi et la formation. Et puis autre visite, celle du secrétaire général du syndicat SE UNSA qui est parti de chez nous ce soir. Il était arrivé mercredi, il a rencontré des enseignants du second degré. Il est revenu également sur la suppression de 600 contrats aidés dans le secteur. On l'écoute au micro d'Alizé Lutran. Nous avons réussi avec ici une forte mobilisation de l'UNSA et puis connecté avec nous à Paris pour débloquer auprès du ministère 600 postes pour la Martinique. Il semblerait qu'aujourd'hui on n'ait encore pas complètement réussi à recruter les personnes. Il semblerait que tant du côté des écoles, des collèges que des lycées, on ait un bâti scolaire maintenant très ancien qui mériterait des rénovations importantes, des bâtiments dégradés, des bâtiments où il fait chaud, des bâtiments où on a un problème d'insonorisation, des bâtiments trop petits. C'est de mauvaises conditions d'enseignement, d'apprentissage pour nos élèves. On sait qu'on a toujours un problème en mathématiques, un problème en anglais, enfin des disciplines déficitaires que l'on retrouve de la même façon en métropole. À part que ici, le vivier de recrutement de contractuels est plus compliqué vraisemblablement à trouver qu'en métropole. Nous continuerons à travailler avec la section SE UNSA de Martinique pour voir comment ce travail-là est engagé ici sur le territoire et puis pour que nous, on le relaie du côté du ministère pour que le ministère de l'Éducation nationale, avec l'ensemble des autres ministères, prenne ses responsabilités. S'il y a un besoin de financement, s'il y a un besoin d'accompagnement.
Retour maintenant sur la 3e édition du prix Innovation Outre-mer décerné ce jeudi par la ville de Paris. 8 entreprises ultramarines ont été sélectionnées et parmi elles des entreprises qui œuvrent dans le secteur des nouvelles technologies. Le reportage de Solène Poissé. Alors le gagnant est CX Links. En moins d'un an d'activité, son entreprise est déjà sacrée la plus innovante socialement. Gaël est le fondateur de CX Links, une société d'aéronautique spécialisée dans la gestion des crises par l'utilisation de solutions connectées. Pour cet abymien de 37 ans, ce prix est un gage de sûreté pour l'avenir. Pour moi, ce prix, c'est à la fois une récompense, mais aussi un début de ce qui m'attend et de ce qui attend aussi les équipes qui m'accompagnent au quotidien. J'ai été victime enfant de l'ouragan Hugo en 1989 et moi, ce qui m'a marqué, c'est la solidarité des gens. Et je me suis fait une vocation par la suite en arrivant en Europe en 2001. L'autre grande gagnante ce soir, c'est cette originaire de Morne-à-l'Eau. À 33 ans, Joséphine a déjà eu l'expérience de start-up puisque Mozé est sa 3e entreprise. Un parcours bien souvent semé d'embûches. Ça n'a pas toujours été facile parce que souvent les grands groupes font appel à des sociétés qui sont pas en Outre-mer, qui sont régulièrement à Paris ou ailleurs. Et donc il fallait tenir. Comme je dis habituellement, quand on est entrepreneur en Guadeloupe, il faut faire preuve de beaucoup de patience. C'est vraiment une course de fond. Et cette course de fond et de réseau, elle continue dans le plus gros incubateur au monde où se déroule cette cérémonie. Pour l'occasion, tout le gratin de l'univers start-up a fait le déplacement pour voir et soutenir financièrement les nouveaux visages de l'innovation. Le but, c'est de faire connaître l'innovation en Outre-mer à des fonds d'investissement qui étaient dans la salle. Toute la journée, les 18 finalistes ont eu des ateliers, 5 ateliers, 3 fonds d'investissement, un réseau de business angels. Et puis il y a des fonds d'investissement qui sont partenaires de Station F qui ont regardé certains de leurs dossiers. Pour cette 3e édition, 400 personnes ont participé à l'événement. C'est 4 fois plus qu'il y a 2 ans. Restez avec nous à suivre dans votre journal les images de Noël, du village de Noël de nos confrères de RCI. Une trentaine de stands sur la place de la Savane à Fort-de-France. Et puis votre JT des communes, un produit de Noël, le boudin créole, une recette au feu de bois à découvrir dans quelques instants. Nous sommes donc à 10 jours de Noël. Les différentes manifestations se multiplient. Exemple avec ce marché de Noël installé au cœur de Fort-de-France. Une trentaine de stands et un public au rendez-vous. Les images signées Louis Crégis. Je suis venue voir le marché de Noël et acheter ce que j'avais besoin, donc la viande, les fruits. Je trouve que c'est super parce qu'en fait, il faut absolument rapprocher notre population de tout ce qui est traditionnel. Il y a du porc, il y a du cabri. Ça c'est Noël? Exactement. Moi j'ai passé à Foncaco, regardez qui chante toutes ces mounas chauds. Moi j'ai passé côté des, c'est mouna toujours en gaieté. Mais pas moins tropique d'avant moi, c'est Noël à sa moins préférée. Regardez Christelle. Le but de cette manifestation, c'est de rassembler toutes les saveurs locales, mais aussi de faire un grand marché de Noël pour proposer aux enfants et aux adultes des activités. Donc entre autres, on a tout un espace enfants qui propose des animations gratuites avec des châteaux gonflables, mais aussi avec des ateliers récréatifs. Donc ça se passe sur 2 jours, donc vendredi et samedi. Donc l'ouverture, c'est aujourd'hui de 16h à 22h. Avec bien sûr des chantées Noël en clôture et aussi un ballet folklorique de danse ce soir. C'est Noël à sa moins préférée. Regardez Christelle, regardez Michel, Nino Jory. Regardez Christiane, regardez Cynthia, Monsieur Jacques. Et toujours à Fort-de-France et dans le même esprit, Noël Art du groupement des artisans d'art de Martinique, installé rue Pagès, qui a été transformé pour l'occasion en lieu d'exposition. On voit les images avec Louis Crégis. L'artisanat en pleine rue, une surprise pour de nombreux passants ce matin. Bijoux, créations ou encore pâtisseries fines, il y en a pour tous les goûts. L'initiative ne laisse pas indifférent. Ça c'est original, oui. J'espère que ça continuera ainsi. Et ça, ma génération c'était dans la rue, il n'y avait pas de supermarché. Pas dans la rue,
Je trouve que c'est abominable. Les artisans, eux, y trouvent leur compte. C'est un espace d'expression supplémentaire, peut-être sous sa forme la plus directe. La rue, un lieu où l'art est roi. Le flux de clients potentiels est important. Les exposants en redemandent. Je trouve ça super original et si ça pouvait durer toute l'année, si on pouvait exposer comme ça pendant toute l'année, faire les touristes, les Antillais ou les gens qui viennent d'ailleurs connaître notre travail, ben, je trouve ça super génial, vraiment. Participer à un maximum de manifestations permet donc à Place sur Art de se faire connaître, permet donc au public de le découvrir et d'apprécier nos produits. Noël Art est une première. La manifestation est organisée par le groupement des artisans d'art de la Martinique, la ville de Fort-de-France et la maison d'art 1-9. L'idée est de casser les codes et de créer de nouveaux concepts. Rendre ce type de rendez-vous régulier, que tous les artistes, tous les artisans puissent venir proposer leur travail, le montrer, et pas que dans des cadres festifs où on a l'habitude d'avoir des choses, de pouvoir le proposer tout au long de l'année. Parce qu'il y a toujours une bonne raison d'offrir et toujours une bonne raison aussi de se faire plaisir, d'avoir un nouveau tableau chez soi, sachant que chez les artisans, il y a un certain nombre de produits du quotidien, pas que du festif. Noël Art se déroule jusqu'au dimanche 17 décembre. Une quinzaine d'exposants seront présents ce week-end à la rue Garnier-Pagès. Ils n'attendent plus que vous. On va parler d'histoire maintenant avec notre invitée ce soir, Cécile Bertin. Elisabeth, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeure à l'université, vous étudiez notamment la littérature et l'espagnol, et vous avez, avec votre papa, qui est décédé il y a 1 an maintenant, réalisé une série de livres sur l'histoire des communes de Martinique. Alors, votre papa, c'est tout simplement Léo Elisabeth, que l'on connaît bien ici à TV Martinique, puisqu'il a présenté des émissions sur les histoires des communes, et justement, on regarde tout de suite un extrait de cette émission qui parle notamment d'Octave Ayotte. Il est né à Fort-de-France, il fait des études d'agronomie en France, revient à la Martinique et se lance avec passion dans la culture de la canne. Bougenot le remarque, le nomme sous-directeur de l'usine du François, puis sous-directeur de l'usine du Petit Bourg située à Ducos. Au départ, il n'a presque rien. Il n'a pas 1 hectare de terre. Il n'a vraiment que son salaire de sous-directeur, mais ça lui permet de s'endetter pour acheter des propriétés en faillite. Et en même temps, il rachète les actions des anciens propriétaires. Alors petit à petit, il devient un des grands actionnaires de l'usine du Petit Bourg, mais en même temps de celle de Rivière-Salée. Et il va finir par gérer les 2 usines avant sa mort. Cas absolument atypique et anormal. Partout, les usines ont absorbé les propriétés qui leur fournissaient de la canne. Grâce au savoir-faire d'Octave Ayotte, c'est l'inverse qui se produit. Ce sont les habitations qui ont absorbé les usines. Alors, étant donné qu'il arrive à transformer comme par miracle des propriétés en faillite et qu'il absorbe les usines, il ne faut pas s'étonner si la rumeur publique lui a prêté des pouvoirs surnaturels. Voilà, Ma commune, mon histoire, cet extrait donc avec Léo Elisabeth, et vous avez repris notamment avec les communes du sud de la Martinique dans cet ouvrage que je présente là devant la caméra, Ma commune, mon histoire. D'abord, première question, c'est un livre que vous aviez déjà finalisé avec votre papa? Oui, vous l'avez dit, c'est un livre qui est coécrit entre mon père, Léo Elisabeth, historien, je pense, bien connu en Martinique, et coécrit avec moi-même, qui suis l'une de ses filles. Nous sommes 3 enfants, je tiens à le souligner. Et mon père a toujours aimé l'histoire, c'est un véritable passionné. Il a toujours voulu transmettre cette histoire et notamment permettre de parler de l'histoire locale, d'où le choix de s'intéresser à la commune, comme cela a été fait déjà dans l'émission d'ATV. Je remercie vraiment beaucoup ATV de nous permettre de revoir ces émissions qui ont fait le bonheur de beaucoup de Martiniquais. Donc il s'agit de parler à l'échelle de la commune, qui est notre échelle, je dirais, qui est notre échelle personnelle, parce que l'histoire nous paraît toujours comme quelque chose de très grand, pour certains de très lointain ou de très ancien, dans de vieux grimoires poussiéreux. Mais en fait, nous sommes tous transmetteurs d'histoire, nos histoires familiales, nos histoires de quartier, nos histoires de communes, c'est notre histoire et notre identité. Alors dans ce livre de 200 pages, qui est d'ailleurs très bien organisé, une partie avec l'histoire détaillée dans les communes, mais aussi de grands événements qui sont détaillés avec beaucoup d'infographies. À qui est destiné cet ouvrage? Je vous dirais tout simplement qu'il est destiné, qu'il est pour tout le monde.
Il est pour tout le monde de 7 ans à 77 ans, comme le dit la formule, parce que beaucoup d'entre nous souhaitent transmettre un peu plus la connaissance de nos traditions. Nous parlons de Noël, vous venez d'en parler dans le journal télévisé, de nos traditions, de notre culture, à nos enfants, nos petits-enfants. Et donc pour les enfants, oui, mais pour nous aussi, parce que selon l'âge que l'on a, on n'a pas vécu les mêmes choses, on a parcouru cette histoire et on souhaiterait peut-être avoir des regards un petit peu variés. C'est ce que propose cet ouvrage, qui est à la fois une approche, qui a une approche, je dirais, grand public, et à la fois une approche scientifique. Et je pense qu'il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire que si vous souhaitez avoir des éléments très pointus, vous pouvez par exemple consulter les dossiers spécifiques qui se retrouvent à la fin de chaque commune, ou la partie introductive très théorique. Et si vous souhaitez du grand public, par exemple si vous êtes touriste, parce qu'on est certes intéressé quand on est martiniquais et qu'on lit ma commune, mon histoire, puisqu'il y a une appropriation de notre quotidien et de notre identité, mais je pense que ce livre s'adresse aussi à tous ceux qui sont martiniquais de naissance ou de cœur, ou ceux simplement qui passent chez nous, ils souhaitent connaître un petit peu plus notre pays. Alors, est-ce qu'il y a des éléments qui nous permettent de découvrir des choses que l'on ne connaissait pas dans ce livre? Alors là, c'est le premier volume, le sud de la Martinique. Est-ce que vous avez quelque chose à nous raconter sur une commune en particulier? Alors, je reprendrai l'extrait que vous venez de présenter sur Octave Ayotte pour vous montrer un petit peu comment est conçu l'ouvrage. C'est l'histoire avec un grand H, c'est vue à travers les histoires. Vous avez celle-là d'Octave Ayotte pour lequel on avait du mal à expliquer comment quelqu'un pouvait s'enrichir aussi vite dans des conditions qui semblaient aussi surprenantes. Donc il a fallu qu'on aille chercher du côté de nos Quimbois et ça ressort dans la littérature. Donc vous avez la littérature, l'histoire, l'art qui apparaît dans cet ouvrage et justement Joseph Zobel fait référence dans La Rue Cazenègre à un de ces épisodes de ce qu'il appelle Lapin Blanc et donc d'Octave Ayotte. Donc vous retrouvez dans cet ouvrage différents éléments. Il y a des choses peut-être plus connues de différentes personnes, des choses qu'on croit assurées, comme ce fameux l'île aux fleurs, qui vaudrait mieux laisser du côté du doudouisme, mais qu'on aime bien ressortir en période touristique. Mais il y a beaucoup, entre mythe et réalité, il y a beaucoup de choses nouvelles. Il y a même si le livre finalement a pris 2 ans pour paraître, ce qui est dommage, ça n'a pas permis à mon papa d'être présent ce soir, mais il n'empêche ça nous a permis une relecture et qui fait qu'il y a même des éléments de 2017 qui apparaissent dans cet ouvrage. Donc il est varié et je pense qu'il peut permettre à chacun de redécouvrir la Martinique et de redécouvrir son histoire. Alors c'est vrai qu'on dit souvent qu'aux Antilles, Guyane, on a une histoire qui est basée sur l'oralité. Très peu de documents écrits retracent l'histoire de nos régions. C'est aussi un livre pédagogique pour les enfants? Je répondrai d'abord à la première partie de votre phrase. Je dirais que l'histoire est partout. L'histoire est partout, l'histoire également dans la terre. Lorsque vous allez à la savane des pétrifications, puisque ce premier volume porte sur le sud, et vous allez à la savane des pétrifications, c'est notre histoire. Une partie de notre histoire. Notre histoire n'a pas commencé à partir de l'histoire écrite par les Européens. Notre histoire est continuée à être transmise après, évidemment, les documents qu'on possède souvent ont été écrits par d'autres, où il y a les lacunes de l'histoire que nos grands auteurs de la littérature, notamment de la créolité, espèrent faire disparaître petit à petit. Donc l'histoire, on peut l'écrire de différentes façons. Merci beaucoup Cécile, Bertin, Elisabeth. Je rappelle cet ouvrage Ma commune, mon histoire aux éditions Orphi et vous allez à la rencontre d'ailleurs de vos lecteurs demain. Oui, je voudrais déjà remercier Canopée et Orphi pour ce très bel ouvrage ainsi que le musée d'histoire et d'ethnographie. Et demain, je suis à la disposition de ceux qui souhaitent une dédicace à la librairie antillaise du Rond-Point. Et si vous me permettez, je peux ajouter un petit mot ? Allez-y. C'est juste pour reprendre une petite phrase que beaucoup de personnes ont écoutée pendant quelques années grâce à ATV. Je dirais au revoir, à bientôt pour une autre histoire. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'est une interview très bien terminée. Cécile Elisabeth, donc auteur de ce livre, co-auteur avec Léo Elisabeth, qu'on connaît très bien ici à TV Martinique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On poursuit ce journal avec l'actualité sportive de ce week-end, avec entre autres de la course à pied, de la natation. C'est l'agenda sport signé Karel Chassol. Temps fort de ce week-end, la 78e édition de la course du souvenir partira dimanche 7h30 de Saint-Pierre pour les hommes et à 7h du Morne Rouge pour les femmes. Au programme de cette course en relais, 36 km et demi en 9 étapes pour les hommes et 29 km 300 pour les femmes et entreprises en 7 étapes. L'arrivée se fera à Fort-de-France. Autre temps fort en natation, le meeting du Crédit Mutuel, une compétition qualificative pour les championnats de France et les Carifta Games.
Début du meeting demain 9h et il se poursuivra dimanche même heure à la piscine communautaire de la CASEM. Sport collectif en football, début de la 12e journée du championnat de R1 ce soir 20h avec 3 matchs. RC Saint-Joseph New Star à Saint-Joseph, Golden Star RC Rivière-Pilote à Pierre-Aliquer et Samaritain Golden Lion au Monde des Es. Suite de cette journée demain 15h30 avec 3 rencontres et un match clôturera cette 12e journée à partir de 19h. En basket féminin, seules 2 rencontres de la 9e journée du championnat de N3 devraient se tenir demain 18h. Chez les hommes, 4 matchs au programme demain, tout d'abord à 19h, puis 3 rencontres sont programmées à 20h. En handball, le championnat cède la place au 8e de finale de la Coupe de Martinique. Chez les femmes, on aura droit à 3 rencontres entre formations de pré-national demain. Chez les hommes également, 3 matchs entre formations de pré-national, dont le choc Réveil sportif Espoir de Floréal demain 20h30 au Gros Monde. A noter toujours en handball que dans le cadre des 50 ans de la Ligue, un tournoi U10 et U12 aura lieu dimanche à Louis-Achille. En volleyball féminin, 3 matchs au programme de la 10e journée du championnat d'excellence, 2 demain 19h dont le choc Éveil Espoir et un dimanche 8h30. Chez les hommes également, on aura droit à 3 rencontres, 2 demain à 19h30 et 21h et une dimanche matin. En rugby, la 2e journée du championnat à 15 débuté hier se poursuit demain à 15h30 à Dezé et au François. Sport en bref pour conclure, il y aura du badminton dimanche à l'IMS. Au programme également du tir à l'arc dimanche au Lamentin et du Krav Maga toujours dimanche, mais à Fort-de-France. Voilà pour le programme, toute l'actualité sportive de ce week-end à suivre dans nos journaux de samedi et dimanche. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Une douceur de Noël dans votre JT de commune, bien qu'elle soit à consommer toute l'année, c'est bien pendant les fêtes que cette douceur, le boudin créole, est tant apprécié. Hubert Bornil a rencontré un spécialiste du boudin qui le cuit au feu de bois. Regardez. Alors Noël là qu'arrivé, maman là nous savons que boudin de base à dans Noël là, mais il y a boudin et puis boudin. Alors il a fallu que j'aille dans ce quartier là, Rivière-Roche, Makouba, c'est là mon jeune génie. Ouais. Tu as quel âge génie? Bon, il parlait de moi, mais plus de 80. Elle a toujours fait le boudin traditionnel au feu de bois, bagaille sérieux qu'il a. Et c'est fils-là, Philippe, qui a assuré la succession. Belle entreprise familiale. Regardez ça, boudin et puis boudin. Et puis gros boudin. Il faut braver pas mal de kilomètres pour trouver la boucherie des Casimirius. Ici, le boudin est roi. Et à la faveur des fêtes de fin d'année, les commandes affluent. La boucherie Casimirius, c'est de père en fils. Mon père était boucher, il a toujours. Hein. Il a. Et puis, un beau jour, m'a dit, monté en métropole, m'a dit, bon, il faudrait moi venir prendre le flambeau. Chacun tient son poste avec le sérieux et la concentration de circonstances. Marée boudin, plein boudin, les gestes sont bien rodés. Moi, les frères savent que là, on monte la campagne, pourquoi monter manger bon boudin. Différence ça qu'il y a, c'est que nous avons commencé déjà attaché là. C'est la ficelle Mao qui est pratiquement marque de fabrique nous. Tu vois, c'est ça qui a fait que nous, monde qui est sorti de loin pour trouver goût boudin. Philippe Casimirius est avant tout un éleveur de cochons, mais il ne cache pas sa passion pour la préparation du boudin. Ça c'est les herbages. Nous quand mettons encore les herbages en boudin nous, parce que là, vous dire manger un bon boudin qui sort de la campagne, il faut donner toutes ces ingrédients là-dedans. On persil, on est un pays, on est piment. Au sein de la petite famille, on en a fait une institution. Elle, c'est la maman de Philippe. Autrefois, avec son mari, elle a assuré la transmission. Maintenant, elle se contente de donner un petit coup de main de temps en temps. Les coabons, me dit-elle avec malice. Là, quand il est oui, yo là, je vais quitter là, et moi là. Je vais là. Je vais tomber l'état là-bas. Saoudi. C'est ça même. C'est bon, dis bon. Difficile de trouver mieux en termes d'authenticité. Ce boudin-là n'est pas destiné au supermarché. C'est le credo de la maison. C'est la force. C'est là que vous voyez, c'est la qualité. La qualité vient de là. C'est peut-être l'une des parties les plus difficiles dans le boudin à cause de la chaleur du bois. Mais les boudins en chute, même milim, nous avons tiré en l'air fait à tout chaud et puis nous avons mis là. C'est prêt pour la livraison. Voilà. Allez, on va continuer le travail. Hein. Travail.
Merci Hubert. Voilà, c'est ainsi qu'on referme cette édition. Restez avec nous à suivre dans votre tranche info, votre rendez-vous entier PIA avec Régine Germani. A tout de suite.